Alors, je me suis demandé comment, euh, moi, je définirais les formations de l'inconscient après avoir lu Freud, Lacan, Jacques Miller et tout le reste. Au fond, comment sans prendre une définition toute faite, je le dirais actuellement, au moment où j'en suis. Euh, En fait, je dirais que ce sont les restes de l'opération de la langue sur l'humain, sur tout être humain, qu'au fond, ce que Lacan appelle à la fin de son enseignement le par-l'être, l'inconscient, à la fin de l'enseignement de Lacan, c'est le par-l'être, et les formations de l'inconscient, eh bien, ce sont les restes auxquels le par-l'être a affaire, euh, qui sont dus au fait d'être dans la langue. Et c'est aussi tout ce qui est finalement rejeté euh, par les autres sciences, puisque au fond, la science, euh, pour principe, elle a de folklore le sujet, autre nom de l'inconscient, puisque le sujet, c'est toujours le sujet de l'inconscient. On a tendance à l'oublier, mais en fait, quand on parle de sujet, c'est toujours le sujet de l'inconscient, donc c'est une autre manière de dire le par-l'être. Et la science, elle foreclôt ça, elle élimine cette dimension-là, parce que ce qui est frappant, c'est que toujours on oublie, quand on étudie l'humain, au niveau scientifique, euh, on élimine la dimension de par-l'être. On prend comme objet de la science, comme on prend les animaux comme objet de la science, on découpe le cerveau, on l'observe, on fait des images fantastiques avec les nouvelles technologies de type le scan ISE qui vient de sortir. Mais on ne prend pas en compte le fait que l'humain, en fait, il parle. Même s'il ne parle pas, d'ailleurs, il parle. Parce qu'il rentre, quand il naît, dans un monde de parole, de, dans, dans le grand autre. Aucun humain, même mutique, euh, n'est coupé de, de la langue. Donc, au fond, aucun humain n'a pas affaire à la dimension de l'inconscient. Maintenant, elle est différemment prise selon chacun, selon la manière dont il s'en défend. Ça, c'est ce à quoi on viendra après. Quelles sont, au fond, les formations de l'inconscient dont il est question d'abord chez Freud? C'est les trois grandes formations de l'inconscient euh, qui sont reprises dans les premiers livres de Freud. Et donc l'interprétation des rêves, parce que la grande formation de l'inconscient, c'est le rêve. Et, et le rêve, c'est au fond l'effet de la langue, même de l'automatisme mental. L'automatisme mental, c'est un des effets que produit la langue sur l'humain, c'est que ça pense tout le temps. Eh bien, ça continue à penser la nuit. Et ça pense la nuit sous forme de rêve. Ça construit des petites histoires. Si ça ne construit pas de petites histoires, c'est irracontable. Donc, bien sûr aussi, nous rêvons, même quand nous ne savons pas nous en souvenir, parce que nous rêvons de manière complètement désordonnée. Donc, il n'y a pas une petite histoire qui vous permet de la raconter après. Et donc, vous ne vous en souvenez pas. Mais si ça fait une petite histoire, que c'est associé donc au fantasme, alors on peut après raconter la petite histoire dont on se souvient. Et cette histoire, évidemment, cache beaucoup de sens, puisque le rêve, il vient révéler des choses qui sont cachées, qui sont refoulées, qui ne sont pas assumées par le sujet et qui reparaissent dans le rêve sous forme mystérieuse, symbolique, décalée, à côté, déplacée, et donc à interpréter pour retrouver des sens cachés du rêve, qui vient donc parler du refoulement. Alors, l'interprétation des rêves, c'est le grand livre de Freud à ce propos-là. Je dis toujours aux étudiants ou aux stagiaires que je croise, surtout, ne lisez pas la première partie. Parce que il risque de ne jamais arriver alors à la partie suivante, sur le rêve, vraiment. Parce que la première partie du livre de Freud est très ennuyeuse. Freud se justifie. Freud, c'est en 1900, il découvre l'inconscient,
Il invente la psychanalyse pour répondre à sa découverte. Et en même temps, il doit justifier de cela auprès de la communauté des médecins. Il est seul, il a le monde contre lui, puisque fondamentalement, personne ne connaît la psychanalyse, lui-même non plus d'ailleurs. Il l'invente. Et donc, sa première partie, c'est une justification pour démontrer la valeur de sa découverte et de son invention. Et cette justification peut sembler longue, ennuyeuse, parce que nous ne sommes plus à la même époque. Nous, la psychanalyse, nous sommes nés dedans. Donc, l'inconscient, tout le monde connaît. Tout le monde aussi le dénigre, voire le dénie, mais quand même, ça fait partie. On sait que le rêve, ça veut dire quelque chose. On sait que le lapsus et l'acte manqué, ça veut dire quelque chose. Donc, on n'est plus à la même époque. Donc il me semble que maintenant, il vaut mieux partir directement de la lecture passionnante de la partie sur le rêve, et puis éventuellement, après, si nous en reste l'envie, le désir ou l'intérêt, aller lire la première partie, qui est l'introduction pour le rêve. Après, il y a évidemment la psychopathologie de la vie quotidienne, avec les actes manqués, les oublis de nom, les lapsus évidemment, et donc tout ce qui fait le sel des petites choses dont nous savons, comme je disais juste avant, qu'elles viennent révéler ce qui a été refoulé. Et donc c'est devenu de notoriété publique que si un politique fait un lapsus, ça vient révéler quelque chose de la vérité cachée, de ce qu'il ne veut pas nous dire. Et toute personne donc, faisant un exposé et se soumettant à un lapsus sait très bien que ça vient dire quelque chose de lui qui peut être gênant. Donc l'acte manqué, lui aussi, le plus banal des actes manqués de la vie quotidienne, auquel tout le monde aussi a vite compris que c'est facile à interpréter, c'est celui, par exemple, d'oublier les clés de son bureau quand on sort le matin pour aller travailler. Facile d'en conclure que donc on n'avait pas envie d'aller travailler. Il y a des actes manqués qui sont plus délicats, plus difficiles à interpréter, dont la vérité est plus difficile à assumer, surtout. Mais ça fait quand même l'intérêt et le sel de la chose. Et Lacan reprend ça dans son séminaire, donc appelé les formations de l'inconscient, dans lequel on peut aller voir la lecture qu'il en fait à partir de la langue, parce que ce qui spécifie quand même l'approche de Lacan par rapport à celle de Freud, c'est de mettre la langue au principe même de la constitution de l'inconscient. Alors c'est pas que c'était pas présent chez Freud, puisque Lacan le trouve là, mais ce n'était pas à ce point une évidence. Lacan en fait une évidence, et tout est construit autour de cette idée qui partira du début jusqu'à la fin, que l'inconscient est structuré comme un langage. Et donc que l'inconscient est un produit de la langue, de la rencontre du corps et de la langue. Et donc c'est l'effet finalement que produit la rencontre de la langue et du corps sur les sujets. Et le sujet, c'est déjà le nom de ce que ça produit, puisque sujet en soi, c'est ce qui est en dessous. Objet, c'est ce qui est devant vous. Sujet, c'est ce qui est en dessous de la barre, c'est-à-dire ce qui est en dessous des mots aussi, ce qui est produit par l'effet des mots sur les corps.